Incontestablement, c'est l'un des défis qui se posent aujourd'hui aux diplomates plus que jamais. Il y a encore 20-30 ans, on pouvait penser que la diplomatie suivait son cours indépendamment des évolutions de la politique intérieure. C'est de moins en moins vrai, c'est d'abord de moins en moins vrai pour la politique européenne, qui impacte directement la vie quotidienne des Français, parce que l'Union européenne prend des décisions en matière de pollution, d'énergie, de prix, d'économie, la monnaie unique, etc. Et donc, bien évidemment, l'impact est direct aujourd'hui. Et dans ma vie professionnelle, j'ai moi-même vécu ça à Bruxelles, où je recevais des coups de téléphone de chefs d'entreprise quand on était en train de discuter, je ne sais pas moi, de la pollution des voitures automobiles, et qui me faisaient part de leur inquiétude et me demandaient d'aller dans tel ou tel sens. Donc oui, ça toujours, c'est devenu un élément important. J'y ajoute bien évidemment, toujours à propos de la politique européenne, les référendums qui ont été organisés en 1992, le traité de Maastricht, 2005, le traité constitutionnel, et qui ont eu un impact direct sur la politique européenne, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous savez, dans les débats qui ont lieu aujourd'hui à Bruxelles entre les États membres sur la question de savoir si on doit ou non réviser les traités, beaucoup estiment que ce n'est plus possible parce que ça obligerait à faire un nouveau référendum et qu'il y aurait un grand risque de les perdre. Ce qui d'ailleurs pose un vrai problème démocratique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer à faire l'Europe indépendamment de l'attitude et des positions des citoyens des pays concernés. Donc oui, l'impact est de plus en plus fort. Prenez aujourd'hui la guerre en Ukraine. On voit bien que parmi les conséquences de la guerre en Ukraine, il y a maintenant des retombées directes sur la vie des Français, l'inflation, l'énergie et le risque de coupure d'électricité dans les mois qui viennent. Et on pourrait encore citer d'autres sujets, la sécurité alimentaire, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, la diplomatie a un impact direct sur la politique intérieure et sur la vie de nos citoyens, et que c'est un élément qu'il faut prendre en compte quand on est un diplomate. Oui, là aussi, il me semble qu'il faut continuer de discuter avec la Russie. Pour plusieurs raisons, il y a des messages indispensables à faire passer aux autorités russes, quoi qu'on pense par ailleurs de l'agression qu'ils ont commise et qu'ils continuent de commettre contre l'Ukraine. Il y a des messages à faire passer d'abord sur les lignes rouges de notre politique et bien faire comprendre aux autorités russes qu'il y a des lignes rouges dans leur comportement, dans la manière actuellement de mener les combats sur le terrain, et cela vaut pour notre pays comme pour les Américains, comme pour les autres pays occidentaux. Il y a deuxièmement des efforts à mener sur le plan humanitaire, libération des prisonniers, possibilité d'exporter les céréales ukrainiens, éviter une catastrophe autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Tout cela, il faut bien en discuter avec les Russes, puisque c'est eux qui souvent sont à l'origine de ces menaces ou de ces problèmes humanitaires qui se posent. Et il faut donc faire passer ces messages-là. Et puis je dirais, troisième élément qui est important aussi, c'est que si on ne parle pas à Poutine, il ne parlera qu'à ses amis, le président chinois, le président turc, le premier ministre indien, et que par conséquent le risque est qu'il n'entende que des messages politiques qui lui sont plutôt favorables. Il faut aussi que l'autre côté, les pays qui critiquent l'attitude et la politique de la Russie, soient capables de faire entendre leur voix. Derrière tout ça, je pense qu'il y a un problème plus important encore, et une question plus importante, c'est qu'au fond, ceux qui ont pu critiquer dans le passé le président Macron de continuer à parler à Poutine,
étaient en réalité ceux qui ne voulaient plus avoir du tout de dialogue ni avec Poutine ni avec la Russie, avec cette idée que ce qui se passe actuellement et qui est abominable à travers cette invasion de l'Ukraine est due non seulement à l'obsession de Poutine, mais aussi à la société et à la nation russe qui ont laissé faire et qui sont tout aussi responsables et tout aussi coupables que Poutine dans ce qui est en train de se passer. Et que par conséquent, vouloir d'une manière ou d'une autre réfléchir à la politique, à la relation que nous devons avoir avec la Russie à moyen terme et à long terme, et à la nécessité d'une manière ou d'une autre de retrouver la voie d'un dialogue avec la Russie, cette question-là est au cœur en réalité de cette divergence de vues qu'on peut avoir. Car les pays qui trouvent qu'il ne faut plus parler avec Poutine sont en réalité ceux qui pensent qu'il ne faut plus parler avec la Russie tout entière. Que ce pays est en quelque sorte dysfonctionnel et qu'il n'y a rien à attendre à l'avenir de ce pays-là. Je ne suis pas sûr, je vois bien l'idée, c'est que entre la diplomatie ou la politique étrangère des grandes puissances, la compétition dans laquelle ils se trouvent, on parle de compétition stratégique entre les États-Unis, la Chine et la Russie, il y a beaucoup d'autres pays qui ne veulent pas prendre parti et qui sont donc le Sud global. L'espèce de réincarnation de ce qu'on appelait il y a quelques années, du temps de la guerre froide, le groupe des non-alignés, des pays non-alignés, les 77 comme on disait aux Nations Unies. Je crois que cette réalité-là d'un Sud global est en fait beaucoup plus complexe. Et que, comme il me semble parfois difficile de retrouver aujourd'hui les éléments de la guerre froide telle qu'elle existait entre les États-Unis et l'Union soviétique, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. De la même manière, il me semble que le Sud global, ce n'est plus tout à fait les pays non alignés. Il y a beaucoup plus de diversité. Il y a des acteurs au sein des pays du Sud qui veulent jouer un vrai rôle régional et même international. Songez à la Turquie, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, et l'Indonésie et d'autres encore. Ils ont envie d'être des acteurs qui mènent leur jeu diplomatique au sein de la communauté internationale. Et donc, ces acteurs-là, ils peuvent avoir des vues différentes entre eux. Au sein du continent africain, l'Afrique du Sud, sur le conflit d'Ukraine, ne pense pas forcément la même chose que d'autres pays africains. Et donc, c'est cette diversité-là qu'il faut prendre en compte. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand on parle souvent du Sud global et de la nécessité d'avoir un dialogue avec eux pour les pays occidentaux, les pays européens et les pays occidentaux en général, il me semble que ce dialogue doit prendre en compte les particularités de chacun de ces pays du Sud, parce qu'au fond c'est ça qu'ils veulent, c'est qu'on les écoute. Ils ont trop souvent l'impression qu'on les considère tous comme un bloc uniforme et que donc il suffit qu'ils aient un représentant qui parle au nom de tous et que l'affaire est faite. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est d'ailleurs ce qui rend aujourd'hui la diplomatie si complexe, si difficile à mener, c'est qu'il faut tenir compte des positions des uns et des autres qui maintenant se sont diversifiées d'une manière tout à fait nouvelle par rapport au passé.